et bienvenue dans cette nouvelle conversation de mythes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on parle très peu. Il s'agit de l'ARFID. On va parler de ça avec Sarah. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos précédentes conversations sur notre chaîne YouTube Les Conversations de mythes et pensez à vous abonner. Salut Sarah. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je suis diététicienne nutritionniste. Je suis spécialisée particulièrement dans l'ARFID et aussi je prends en charge d'autres TCA. Qu'est-ce que l'ARFID ? Alors, l'ARFID, c'est Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. C'est un TCA qui est inscrit dans le DSM-5 depuis 2013. C'est un trouble de l'alimentation évitante et ou restrictive. Ouais. Comment tu t'en es arrivée là, à te spécialiser là-dedans ? Alors, j'ai fait une licence de psychologie et ensuite un BTS diététique. Pendant ce BTS, j'ai fait un stage dans un hôpital pédiatrique en pédopsychiatrie. Et c'est là où j'ai entendu parler de l'ARFID pour la première fois. Et ensuite, après le diplôme, j'ai été embauchée dans cet hôpital en pédopsychiatrie. Et donc, j'ai été la diététicienne de référence de l'ARFID dans cet hôpital. Ok. Et maintenant, est-ce que tu travailles encore à l'hôpital ? Et maintenant, je suis 100% en cabinet libéral et donc j'ai la plupart de mes patients qui sont ARFID. Ok, donc tu es hyper spécialisée dans le domaine. Hyper spécialisée. Et il n'y en a pas beaucoup encore des diètes spécialisées. Oui, c'est ça. Effectivement, en libéral, alors peut-être que je ne suis pas la seule, mais en tout cas, on n'est pas beaucoup, c'est sûr. Toi, tu as des patients, on va dire exclusivement ARFID, mais quand même un petit peu TCA. Oui. Effectivement, la plupart de mes patients sont ARFID, mais j'ai aussi pas mal de patients avec anorexie mentale principalement. On en voit beaucoup des patients anorexiques parce qu'on a l'impression qu'ils sont plutôt pris en charge à l'l'hôpital, justement. Des patients ARFID, tu veux dire ? Plutôt anorexiques. Anorexiques en libéral. Ouais, finalement, j'en ai pas mal, effectivement. Je dois en avoir... ça doit être 20% de ma patientèle actuellement. Et qui ont été déjà suivis à l'hôpital ? Pas forcément. Pas forcément, okay. Pas forcément, ouais. Des fois, le parcours peut se faire uniquement en libéral. Des fois, c'est des sorties d'hôpital qui viennent un petit peu en libéral. Ou des fois, on commence en libéral. Finalement, c'est trop compliqué, ça passe en hôpital. Plusieurs parcours possibles. Bon, l'avantage, comme tu as travaillé dans un hôpital, c'est que tu as peut-être certains contacts aussi pour orienter ou pour faire la transition. C'est vrai que j'ai beaucoup gardé contact avec l'équipe avec laquelle je travaillais à l'hôpital et on s'échange mutuellement des patients quand on a besoin, ou on peut se donner des conseils ou des contacts, effectivement, de personnes en libéral. Donc, c'est utile, ouais. Tu arrives à remplir ton agenda ? C'est plutôt bien rempli. Donc ça, c'est intéressant pour les diètes qui nous écoutent et qui ont soit peur de se lancer, soit qui ont du mal à justement avoir des patients. Peut-être penser à se spécialiser vraiment dans quelque chose, ça aide visiblement. Ouais, moi, je trouve que c'est même devenu hyper important de se spécialiser maintenant. Bon, on va vraiment parler de l'ARFID parce que il faut quand même avouer que c'est peu connu. Tu disais que c'était arrivé dans le référentiel en 2013, c'est ça ? Oui, c'est récent. Donc ça fait pas si longtemps. Et en toute franchise, moi, avant de mettre le mot ARFID, enfin quand j'ai vu le mot ARFID dans ta bio Insta, je savais pas ce que ça voulait dire au départ. Pour en avoir parlé avec d'autres diètes, elles ne savaient pas non plus ce que c'était. Juste comment tu définirais simplement l'ARFID aux diètes qui écoutent ? Généralement, c'est des patients de tout âge, ça peut être de tout âge, qui ont un panel alimentaire restreint. Alors, il y a 3 profils dans l'ARFID. Il y a le profil sensoriel, donc c'est des évictions alimentaires, surtout en fonction des qualités sensorielles des aliments. Donc, généralement, là, le panel alimentaire, c'est plutôt pâtes, nuggets, des choses comme ça, peu de légumes et de fruits. Ensuite, il y a les profils phobiques, donc où il y a l'hémétophobie et la phagophobie, donc la peur de vomir, la peur de s'étouffer. Donc là, les panels alimentaires sont différents. Et il y a le désintérêt pour l'alimentation, où là, c'est juste des personnes qui n'ont aucun intérêt pour l'alimentation, qui peuvent oublier de s'alimenter. Voilà, ça, c'est les 3 grands profils d'ARFID. Donc les dernières personnes, elles n'ont pas de plaisir non plus à manger. C'est ça, aucun plaisir alimentaire. Des fois, carrément, vraiment aucun aliment qui leur font plaisir. Et la nourriture, c'est juste une nécessité vitale, quoi. Est-ce que dans ces 3 grands groupes, il y a un rapport avec l'image de soi ? Alors effectivement, c'est la grande différence avec les autres TCA, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation corporelle dans l'ARFID. Donc l'éviction alimentaire ne se fait jamais en fonction des calories des aliments, par exemple. Pour perdre du poids ? Ouais. D'ailleurs, généralement,
le panel alimentaire, il est plutôt composé d'aliments plutôt caloriques. Est-ce que ça peut arriver que tu aies en consultation un patient ARFID qui veut perdre du poids? C'est plutôt rare parce que malgré le fait que le panel alimentaire soit généralement plutôt composé d'aliments assez caloriques, en tout cas pas des moins caloriques, les quantités mangées sont petites. Donc, généralement, l'ARFID, on est plutôt en sous-poids qu'en surpoids. Cela dit, le panel est large, donc on peut aussi avoir du surpoids. Mais c'est plutôt rare, dans ce que tu observes dans ta patientèle. Ok. Comment on pose un diagnostic d'ARFID? Les critères, c'est une incapacité chronique à répondre aux besoins énergétiques ou nutritionnels du corps associés à un des éléments suivants: un retentissement psychosocial, une dépendance à la nutrition entérale ou aux compléments nutritionnels oraux, et une perte de poids ou une incapacité à prendre du poids ou un empêchement du développement physique. Ça, c'est les critères diagnostiques du DSM-5. Ok. Voilà. Et pour le diagnostic, comme tout diagnostic, normalement, c'est fait par un médecin ou un psychiatre. Et après, les paramédicaux qui suivent, bien sûr, peuvent éclairer le médecin si besoin. Ça t'est déjà arrivé de recevoir en consultation un patient et tu as de forts doutes sur le fait qu'il soit ARFID? Et dans ce cas, tu demandes à aller chez le médecin. Ça peut arriver, ça, que tu fasses ça? C'est presque tout le temps, en vrai. Ah ouais. C'est très rare que j'ai des patients qui arrivent avec un diagnostic officiel d'ARFID fait par un médecin, parce que l'ARFID est encore très peu connu. Donc, la plupart du temps, ils sont tombés sur mon compte, par exemple, et ils se sont beaucoup reconnus. Voilà. Et du coup, ils viennent me voir en me disant « Je pense que j'ai un ARFID ». Et dans ce cas, moi, je leur dis, après la consultation, c'est probable ou en fait non, ou voilà. Et si vraiment ils veulent avoir le diagnostic officiel, effectivement, du coup, il faut se tourner vers un médecin ou un psychiatre. Ouais, et un médecin quand même qui s'y connaît. Mais du coup, c'est un petit peu la difficulté, ouais. Quelle est la différence entre un patient ARFID et un patient qui pourrait avoir un trouble de l'oralité? On confond le trouble de l'oralité généralement avec le profil sensoriel plutôt de l'ARFID, pas avec le profil phobique ou le désintérêt. Et une des différences, c'est que dans le trouble de l'oralité, alors généralement déjà c'est plutôt pour les jeunes, alors que l'ARFID ça peut vraiment perdurer enfants, adolescents, adultes. Et ensuite de ça, dans le trouble de l'oralité, généralement il y a un trouble des fonctions oromyofasciales, donc le placement de langue, la déglutition, la mastication, etc. Alors que dans l'ARFID, généralement, non. C'est quand même assez subtil. C'est très subtil. Donc là, le rôle de l'orthophoniste, il est essentiel alors pour réussir à faire la différence? Oui, effectivement. Moi, dans l'idéal, j'aime bien que mes patients fassent un bilan des fonctions oromyofaciales. Le problème étant que trouver une orthophoniste oralité, c'est compliqué parce qu'elles sont très prises. Et ça peut difficilement se faire en visio. Oui, non, ça c'est pour le coup, c'est au cabinet, effectivement. Ouais, ça se fait pas en visio. Ouais, donc, si tu es dans une région où il n'y en a pas autour de toi, ou s'il y a une liste d'attente, ça va être compliqué. Effectivement, moi j'ai la chance d'avoir justement, on parlait de l'hôpital où j'ai travaillé, l'orthophoniste avec qui j'ai travaillé, qui gentiment me prend quand même certains de mes patients, surtout les tout petits. J'aime bien qu'ils aient un bilan ortho quand même. Tu as des enfants dans ta patientèle? Oui, j'ai... pas mal d'enfants, au moins 50%, voire même peut-être plus. Ok. Pas mal d'enfants, mais j'ai aussi des adolescents et j'ai aussi pas mal d'adultes finalement. Comment ça se passe? En fait, les parents, donc si on parle des enfants, donc les parents peut-être tombent sur ton compte Insta, commencent à lire certaines publications, et ils disent, bah tiens, on dirait qu'elle parle de mon enfant en fait. Donc, ils prennent rendez-vous avec toi. Comment ça se passe, ta première consultation quand c'est un enfant? La première consultation, déjà prise de contact, mise en confiance avec l'enfant. Parce qu'on va parler de quelque chose qui est très compliqué. Des fois, rien que de parler d'alimentation, ça les fait un petit peu rigoler. Enfin, ils se masquent un petit peu. C'est parce que c'est vraiment un sujet compliqué pour eux, parce que source de grosses tensions à la maison, etc. Et en fait, finalement, on mange quand même pas mal de fois par jour. Donc, c'est un sujet un peu redondant. Donc, mise en confiance, etc. Ensuite, on fait un petit point sur les antécédents. Donc, la grossesse, l'accouchement, la diversification alimentaire, etc. Et ensuite, alors, si on parle de profil sensoriel, parce que les petits, généralement, c'est plutôt sensoriel. On fait le panel alimentaire. Et ensuite, je leur explique
les différentes phases. Donc, en gros, on commence par travailler la néophobie alimentaire, donc la peur de goûter des aliments nouveaux, en faisant du chaînage alimentaire. Donc, on part du panel alimentaire actuel et je propose des toutes petites modifications alimentaires que l'enfant doit toujours valider. Je lui demande toujours s'il se sent prêt à le faire. S'il se sent pas prêt, on fait plus bas. Enfin, voilà, il faut vraiment que ce soit possible, sinon ça va juste pas avoir le résultat escompté. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, on augmente les objectifs jusqu'à ce que, en fait, le but, c'est que le cerveau se rende compte qu'il n'y a pas de... Il se passe rien quand on goûte un nouvel aliment pour qu'ensuite ce soit possible de goûter de plus en plus d'aliments. Et ensuite, voilà, chez les enfants, je peux avoir aussi de la phagophobie. Donc là, c'est un petit peu différent. Du coup, généralement, c'est des enfants qui mangent plutôt liquide ou à la limite mou. Et donc, du coup, là, on fait des glissements de texture. C'est un petit peu différent pour le coup. L'enfant doit savoir parler. Alors, effectivement, j'avoue que moi, les vraiment tout petits bébés, j'en prends, mais c'est plutôt rare. Et si j'en prends, là, vraiment, j'insiste généralement pour qu'il y ait un bilan ortho. Et moi, j'aime bien prendre des enfants vraiment au niveau de la diversification alimentaire, pas avant, voire généralement, je les prends quand même un petit peu plus grands, autour de 5 ans, quoi. Voilà, pour qu'ils puissent valider quand même. Il y a un gros travail effectivement de validation avec l'enfant. L'enfant doit toujours être présent à la séance et valider les objectifs. Et on choisit les objectifs ensemble en fait. Je lui demande d'abord, est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu as des envies? S'il me dit non, je lui demande, est-ce que tu veux que je te propose des idées? Et là, je lui propose et je lui dis, est-ce que tu penses que c'est OK? Est-ce que c'est stressant? Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit hyper validé avec l'enfant. Sinon, il ne se sent pas impliqué et c'est juste trop de stress et ça ne va pas le faire. Donc en fait, on pourrait penser que tu travailles presque qu'avec le parent, puisque c'est le parent qui cuisine, mais en réalité, non, toi tu demandes à ce que l'enfant soit là, qu'il l'écoute, et tu l'inclus dans ta... Il faut qu'il soit actif. Ouais, il faut qu'il soit actif. Et d'ailleurs, moi, je demande même aux parents de, justement, et parfois ça les soulage, de faire un petit peu, faire un pas en arrière au niveau de... l'intensité avec laquelle ils sont dans la prise en charge. L'idée, c'est que des fois, en fait, j'ai des patients des parents qui veulent rajouter des objectifs. Quand ils voient que l'enfant commence à goûter un peu, ils sont super contents et c'est normal. Et du coup, ils commencent à vouloir proposer de goûter plein de trucs et insister un petit peu. Et donc, je leur dis bien, voilà, vous faites une petite pause. Vous avez déjà fait vraiment plein de trucs. Là, les objectifs qu'on met en place, on les met en place entre votre enfant et moi. C'est un truc de confiance entre nous deux. Et on fait ces objectifs. Si l'enfant il a envie de goûter plus à la maison, bah bien sûr, on fait plus. Mais voilà, pas besoin de rajouter des objectifs, quoi. Quand on parle du profil sensoriel, c'est généralement des enfants qui refusent de goûter des aliments. Oui, c'est ça, qui ont peur de goûter des nouveaux aliments, donc avec la néophobie alimentaire, et qui ont un panel alimentaire hyper restreint. Généralement, en gros, c'est les fruits et légumes qui sont les plus compliqués, mais ça peut aller jusqu'aux protéines et aux produits laitiers, hein. Généralement, la catégorie qui est la plus facile, c'est les féculents. Donc, des enfants qui mangent des pâtes facilement, du riz. Pâtes, riz, frites. Pommes de terre, pas toujours sous toutes ses formes. Quand il y a de la purée, c'est cool parce qu'on peut essayer de mettre un peu des trucs, de faire passer des trucs un peu dedans, avec la validation de l'enfant, bien sûr. Mais surtout pâtes, riz, frites, semoule. Ça, c'est vraiment les trucs les plus safe, quoi. Encore une fois, comment on arrive à faire la différence entre un enfant qui ne veut pas goûter, parce que bon, il y a un âge comme ça chez les enfants où ils refusent, et une vraie néophobie, c'est une histoire de durée, ça dure plus longtemps. La néophobie alimentaire comme phase de développement de l'enfant, elle n'est pas censée durer très longtemps. Voilà. La néophobie alimentaire comme symptôme, pour le coup, ça peut durer jusqu'à l'âge adulte si c'est pas travaillé. Et après, un enfant petit mangeur ou qui a des préférences alimentaires très fortes, contrairement à l'ARFID. Enfin, l'ARFID, il y a vraiment un vrai blocage, c'est-à-dire une incapacité. Il peut y avoir des hauts le cœur si on le force, il peut y avoir des vomissements carrément si on le force, des grosses crises. Enfin, c'est un vrai impact sur le psychosocial de l'enfant. C'est vraiment pas un caprice, quoi. C'est un vrai trouble. Et d'où l'importance quand même que ce soit diagnostiqué, parce que ça peut poser de sérieux problèmes même à l'école, à la cantine. Ça peut devenir vraiment la galère, quoi. Et oui. D'ailleurs, moi, pour les enfants ARFID, quasiment systématiquement, j'essaye de voir pour qu'ils aient un PAI.
En tout cas, surtout s'ils ont au niveau de la croissance, une perte de couloir ou un petit poids, le temps qu'ils reprennent un petit peu des forces. Et ensuite, on essaye de les remettre un petit peu à la cantine parce que quand même, il peut y avoir un peu de motivation sociale à goûter avec les copains. Mais s'il y a un problème au niveau des courbes, on essaye de remettre un peu à I parce que c'est souvent des enfants qui mangent un yaourt et du pain à la cantine, c'est tout. Et du coup, ça pose des problèmes, quoi. Ok, et comment tu vas essayer d'inclure de nouveaux aliments chez ces enfants, donc qui ont pour l'instant un panel très restreint? Est-ce que tu vas d'abord demander aux parents de mettre un haricot vert dans l'assiette, ou même à côté de l'assiette? L'étape après, c'est mettre le haricot vert dans l'assiette. Alors, par exemple, si on prend l'exemple du haricot vert, on va dire que l'enfant a validé l'objectif haricot vert. Moi, ce que je propose d'abord, c'est ce qu'on appelle le chemin jusqu'à la bouche. C'est une petite méthode pour appréhender l'aliment avec tous ses sens avant de le mettre en bouche. Parce que nous qui avons une sensorialité, enfin, je te connais pas, mais en tout cas, moi qui ai une sensorialité classique, mettre un aliment nouveau directement dans ma bouche, ça me pose pas de problème. Un enfant qui a une hypersensibilité sensorielle, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et c'est ça qui est hyper stressant et déstabilisant. Donc du coup, on le laisse appréhender l'aliment avec tous ses sens avant. Donc c'est première étape, tu regardes, parce que des fois, rien que regarder, ça peut provoquer des hauts le cœur. Tu le regardes, tu le touches, tu le sens, tu le touches avec tes lèvres, tu le touches avec la langue, tu le mets dans la bouche et tu recraches si besoin, sans qu'il y ait aucun souci à recracher. Tu le mets dans la bouche, tu le mâches et tu l'avales. Sachant que tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Tu peux t'arrêter à l'étape numéro 4. Le jour d'après, tu fais l'étape numéro 5. Enfin voilà, ça, c'est donc le chemin jusqu'à la bouche. Et ensuite, en réalité, ça dépend de l'enfant ou même de l'adulte, hein, parce que ce que je dis, ça marche aussi pour les adultes. Ça dépend de la personne et de sa sensibilité. Il y a des gens qui arrivent directement à le mettre dans l'assiette. Il y a des gens qui ont besoin de le mettre d'abord, effectivement, comme tu disais, carrément dans un autre récipient à côté de l'assiette. Donc là, on s'adapte vraiment à la personne, quoi. Et faire une purée de pommes de terre, sachant que l'enfant le mange, et glisser, je sais pas moi, 4-5 haricots verts mixés dans ce truc... C'est pour ça que je dis que la purée, ça peut être utile, effectivement. C'est carrément une bonne option pour introduire un nouvel aliment. Attention, bien avec la validation de l'enfant. Si on lui dit, OK, tu m'as dit que tu étais OK pour les haricots verts, est-ce que ça te va si on met quelques haricots verts mixés dans ta purée de pommes de terre? S'il dit oui, oui, c'est une bonne option, parce que ça lui permet du coup de s'habituer au goût sans la texture. Et ensuite, on pourra, par exemple, essayer de couper des tout petits bouts d'haricots verts dans la purée, et on fait du chaînage comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant puisse avoir des hauts le cœur comme ça à l'idée de goûter quelque chose? On comprend chez des enfants qui ont un trouble de l'oralité, il y a peut-être un placement de langue, il y a peut-être des difficultés à avaler, voilà. Chez un enfant qui, on va dire, du coup, physiologiquement, n'a pas de troubles ou de difficultés. Est-ce qu'il y a pu se passer quelque chose pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des explications? C'est une histoire de sensorialité, justement. Généralement, c'est des enfants qui ont une hypersensibilité sensorielle, et donc qui, quand il y a des hauts le cœur, c'est parce qu'il y a un des sens qui est trop stimulé. Donc généralement, c'est l'odorat ou la vue, quand c'est juste quand il n'est pas en bouche. Donc rien que l'odeur d'un aliment peut provoquer le haut le cœur. C'est vraiment une histoire de sensorialité. Sensorialité, ouais. C'est pas une histoire de traumatisme, ou ça peut l'être peut-être, on ne sait pas. Alors, l'ARFID, c'est nouveau, hein, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'études. Il semblerait qu'il puisse y avoir un lien génétique. Généralement, ça arrive que quand il y a un ARFID, quand on demande un petit peu dans la famille s'il y a des personnes qui ont une sélectivité alimentaire, ça arrive régulièrement qu'il y ait une tante ou un parent ou un cousin qui ait aussi une grosse sélectivité alimentaire. Ça, c'est ce qui semble être une des explications à l'ARFID. Au niveau des traumatismes, pour tout ce qui est hémétophobie, phagophobie, oui. Pour le coup, des fausses routes, ça amène régulièrement à une phagophobie. L'hémétophobie, ça peut être d'avoir eu une énorme gastro, et du coup, ça déclenche l'hémétophobie. Pour le profil sensoriel, généralement, le problème, c'est que ça peut être très accentué par le fait d'avoir été forcé. Mais généralement, c'est pas le forçage qui déclenche l'ARFID. Chez l'adulte, est-ce que tu amènerais les choses de la même manière? On reprend l'exemple des haricots verts. Tu pourrais conseiller à un adulte de
de le toucher, Ouais. c'est la même chose aussi. Je leur dis la même chose, je leur présente le chemin jusqu'à la bouche en disant effectivement, ça peut paraître un peu enfantin, mais j'ai des adultes qui le font aussi. Et en réalité, je fais le même travail avec les adultes et les enfants à des rythmes différents, parce que généralement, les adultes, c'est eux qui prennent la consultation, c'est pas les parents. Donc, ils sont plus prêts et ils voient aussi quel peut être l'intérêt à diversifier l'alimentation. Des fois, les petits-enfants, c'est compliqué parce qu'en fait, ça leur va bien de manger des pâtes et des nuggets, voilà. Les adultes, ils voient l'intérêt, c'est eux qui ont pris le rendez-vous. Donc, généralement, on peut quand même aller un petit peu plus vite. À partir de quand on peut considérer qu'un aliment est accepté ou validé? À partir de 5 fois? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a comme ça des... Avec la néophobie alimentaire, on n'est plus du tout habitué à goûter des aliments nouveaux. Donc forcément, ce que j'explique moi à mes patients, quand ils vont goûter un aliment nouveau, au début, ça va juste être bizarre. En fait, peu importe si finalement c'est un aliment qu'ils pourront aimer plus tard ou pas, ils sont tellement plus habitués à goûter que juste c'est bizarre. Donc pour savoir, moi, quand les objectifs, quand ils me font un retour, je les mets en soit vert, ils ont bien aimé, orange, ils savent pas trop, rouge, c'est mort, je sais qu'on va pas réessayer, ils ont le droit d'avoir des aliments qu'ils aiment pas. Donc quand c'est des aliments verts ou orange, je leur dis qu'il faut réessayer au moins 10 fois. C'est à peu près le chiffre qui est donné, voilà, pour savoir. Et ensuite, si on veut qu'il rentre dans le panel alimentaire, il faut que ce soit un aliment plutôt aimé, ou en tout cas plutôt accepté, et qu'il soit mangé régulièrement. Parce que le risque, c'est que si on arrête de le manger à un moment, après, ça va être à nouveau un aliment exclu du panel. Voilà, faut entretenir le truc, quoi. Et quand il y en a un qui a été accepté, tu peux miser sur un autre à ce moment-là? Ouais, bon, généralement, ça arrive qu'on fasse plusieurs en même temps. J'essaye de graduer la difficulté, c'est-à-dire que généralement, j'essaye de faire un objectif facile entre guillemets, des fois même dans la famille des féculents au début, si il y a besoin d'être mis en confiance, et puis un légume et alors selon la personne, soit un fruit, soit un produit laitier. Enfin voilà, j'essaye de faire plusieurs aliments en même temps avec pas la même difficulté sur tous les aliments. Est-ce qu'il y a une histoire de couleur? Ouais, effectivement, généralement c'est plutôt le beige, blanc, marron qui est safe, et tout ce qui est vert, orange, rouge, c'est plus compliqué. Et pourquoi? Il y a une raison? J'imagine que ça doit certainement être une histoire de sensorialité à nouveau. Aussi. Le beige blanc, c'est plutôt neutre, alors que les autres couleurs, elles sont plus agressives, quoi. Oui, donc forcément, les fruits et les légumes, compliqué, quoi. Voilà. Et généralement, il y a une team vert ou une team orange. Pour les légumes, généralement, il y a plutôt ceux où on va diversifier à fond sur le vert, ce sera le plus facile. Et sinon, ceux à fond vers l'orange et qui ne veulent pas entendre parler du vert. Si on parle des enfants... Tu disais la 3e catégorie qui ont un désintérêt très marqué pour la nourriture. Comment on fait alors? Parce que là, oui, alors ça, c'est pas le plus facile et c'est pas le plus courant non plus. J'avoue que je crois que c'est les plus rares. Enfin, en tout cas, que j'ai à mon cabinet. Ouais. On en avait un peu plus à l'hôpital pour le coup, parce que le gros problème à ce moment-là, c'est que. Et généralement, la courbe, elle chute parce qu'en fait, ils mangent pas et c'est très difficile de les faire manger. Donc là, en réalité, le seul objectif, c'est de maintenir des apports qui permettent une bonne croissance le plus facilement possible. C'est-à-dire que là, en réalité, la diversification alimentaire, c'est pas trop le problème. Les fruits et légumes, c'est pas trop la priorité. Peut-être que ça le deviendra plus tard, mais en tout cas, sur le moment, c'est surtout l'équilibre, les faire manger. Donc, les aliments qu'ils aiment, entre guillemets, on va à fond là-dessus. Et si besoin, les CNO, on essaye d'éviter d'aller jusqu'à la sonde. Donc, en tout cas, si besoin, les CNO en béquille... le temps que la croissance se fasse, en tout cas, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un gros besoin, quoi. Là encore, c'est une histoire d'hypersensibilité. Ce serait plus lié à des facteurs hormonaux, a priori, et du système de récompense. Voilà, mais encore une fois, c'est des hypothèses, mais des pistes. Donc des enfants qui vont réagir beaucoup plus fort à d'autres systèmes de récompense que de la nourriture, finalement. C'est ça, ou en tout cas, la nourriture ne sera pas un système de récompense qui marche trop, quoi. Et pour la 2e catégorie, donc l'hémétophobie et la phagophobie, c'est ça, hein? Donc phagophobie, peur de s'étouffer, hémétophobie, peur de vomir. C'est ça. Tu as procédé de la même manière? Non, c'est différent. Effectivement, c'est différent. Alors phagophobie, donc généralement c'est les glissements de texture. Et j'ai notamment une patiente à laquelle je pense, avec qui je fais des dégustations en séance. En fait, ça la rassure vachement de goûter avec moi. Ouais. Donc à chaque séance, elle amène sa petite boîte avec un aliment qu'on aura décidé à l'avance et on goûte ensemble. Et donc là, par exemple, avec elle, on fait beaucoup au début,
elle mâche et elle recrache. Et quand elle se sent à l'aise, elle mâche et elle avale pour justement appréhender la texture et se rendre compte que quand elle mâche, ça devient mou. Donc, elle a besoin d'essayer plusieurs fois. Et du coup, elle progresse bien comme ça. Elle arrive à manger pas mal de nouveaux aliments. En tout cas, voilà. Et généralement, c'est des glissements de texture. Donc là, je pense aussi à une autre patiente qui est arrivée en consultation, elle que du liquide. Prenait que du liquide. Et là, on est en train de finir le glissement de texture. Donc, on est passé sur du solide là. Mais ça fait 6 mois. En 6 mois, à peu près, on a fait un glissement de texture. Et pour les métophobies, du coup, on fait de l'exposition progressive. Donc, en gros, je fais des questions, donc comment les métophobies impactent la sphère alimentaire et la sphère non alimentaire. Et ensuite, on choisit des objectifs dans les 2 sphères et on essaye de faire une exposition très progressive, j'insiste, c'est hyper important. Il faut que ce soit challengeant, mais pas angoissant. Donc, exemple tout bête, fréquent en tout cas. Par exemple, il y a un truc sur les dates de péremption. Une patiente qui aurait du mal, qui mange les yaourts 5 jours avant la date de péremption, sinon c'est trop stressant. Et ben, on se mettra comme objectif une première fois de manger un yaourt 4 jours avant la date de péremption. Et puis la fois d'après, 3 jours. Ou des patientes qui ont besoin de se mettre, par exemple, au cinéma toujours sur le dernier siège pour pouvoir sortir rapidement, et ben on essaie de se mettre sur le 2e siège, puis après sur le 3e siège. Voilà, très, très, très progressif. Ouais, ok. C'est des patients que tu peux voir peut-être souvent au début. Alors effectivement, pour l'ARFID de manière générale, j'aime bien un rythme de tous les 15 jours. Après, bien sûr, en fonction des possibilités de chacun, mais pour moi, c'est l'idéal, tous les 15 jours. Bah oui. Parce qu'effectivement, c'est hyper important de faire des objectifs très progressifs. Donc, si on veut quand même avancer, il faut se voir un peu régulièrement. Peut-être aussi envisager quelque chose de long terme. Oui, alors effectivement, en tout cas, j'allais dire que pour le profil sensoriel, mais de manière générale, c'est un travail de long terme. Et d'autant plus pour le profil sensoriel, pour le coup, ça peut durer assez longtemps. Après, encore une fois, ça dépend des personnes. Oui. J'ai des adultes qui, juste le fait d'être entendues et comprises, elles ont eu un déclic. Et je pense à une patiente qui s'est remise à manger des légumes au bout de 2 séances. Et, c'est pas tout le temps, mais voilà, ça peut arriver. Par contre, pour les enfants, pour les petits, généralement, il faut quand même prévoir un petit bout de chemin ensemble, quoi. Tu dois aussi bien travailler avec les parents parce que... Allez, honnêtement, on se dit que les repas doivent être des moments très compliqués. Il faut avoir une sacrée dose de patience, quand même. Donc ça, c'est des choses que toi, tu peux aussi... tu les prépares, Effectivement, on fait un travail avec les parents et je donne un petit peu des petites stratégies pour essayer que les repas se passent le mieux possible. Et c'est vrai que généralement, c'est toujours un moment un petit peu appréhendé par les parents, les repas. Et est-ce qu'il y a des fois où ça fonctionne pas? Il n'y a jamais une personne qui ne goûte rien de nouveau, qui reste vraiment bloquée Alors, pas du tout, non. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont beaucoup, beaucoup plus lentement que d'autres. Ouais. Mais après, chacun son rythme. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité par rapport au rythme. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, il y en a pour qui c'est beaucoup plus long. Et quand est-ce que tu sens que... ça peut être intéressant de consulter d'autres professionnels, je pense notamment à un psy peut-être. Alors, honnêtement, ça peut toujours être intéressant. Mais par contre, hémétophobie, phagophobie, là, de sûr, c'est bien qu'il y ait un psy, voire même un psychiatre dans la boucle. Et pour le profil sensoriel... en réalité, c'est bien aussi. D'ailleurs, même pour les parents, justement, parce que c'est compliqué, mais aussi pour l'enfant, si besoin. De toute manière, oui, moi, j'aime bien travailler avec des psychologues de manière générale. Ok. Et idéalement, un psy spécialisé qui comprenne bien le... C'est ça. Donc, psychologue spécialisé dans l'ARFID, c'est quand même rare. Donc, j'en ai une avec qui je travaille. Sinon, au moins, qu'il soit un peu spécialisé dans les troubles anxieux, parce que ça se rejoint quand même pas mal en termes pour les phobies, quoi. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait des traitements médicaux, des anxiolytiques ou ce genre de choses Pour les profils phobiques, oui. Ouais, ça arrive fréquemment. Ok. Profil sensoriel, pas trop. Si on parle des adultes maintenant, comment les diètes là qui écoutent peuvent réussir à orienter, tu vois, s'ils ont un petit doute sur quelque chose? Oui. Quand même, il y a un panel alimentaire qui est très typique de l'ARFID sensoriel. C'est-à-dire que s'il y a
une grande réticence, voire une incapacité à manger des fruits et légumes en étant adulte, généralement, on est quand même plutôt sur de l'ARFID. Ok. Après, si c'est juste une histoire de goût, mais que c'est possible d'en manger, là, c'est différent. Et si le patient te dit non, mais j'ai même jamais goûté? Ouais. Dans ce cas, on imagine que si il est adulte et qu'il a jamais goûté des fruits et légumes, c'est qu'il y a une incapacité probablement quand même, parce que on est quand même amené à en manger au moins un petit peu. Donc s'il y a incapacité, on est probablement sur de l'ARFID. Ouais. Et si c'est un aliment vraiment, un autre aliment, par exemple, je pense au yaourt, où il m'explique qu'il ne peut même pas rester à côté de ses enfants qui mangent un yaourt. Parce que là, on sent que le laitage, l'odeur, la vue, tout, il n'y a rien qui va, quoi. Donc en termes de sensorialité, effectivement. Ça rajoute un petit truc. Et si en plus, il s'empêche de voyager par peur de ne pas savoir ce qu'il va pouvoir manger, je pense qu'on est... C'est probablement de l'ARFID. Ouais. Donc dans ces cas-là, le meilleur conseil que je puisse lui donner, c'est soit prendre rendez-vous avec toi, finalement, soit en parler avec son médecin. Alors, moi, je dis en fait pas mal à mes patients, surtout adultes, pas trop aux enfants, mais adultes, que en fait, c'est un peu eux qui décident, par exemple, quand est-ce qu'ils veulent arrêter la prise en charge ou s'ils ont besoin d'une prise en charge. Parce que, par exemple, j'ai une patiente ARFID qui est venue me voir sans savoir que j'étais spécialisée dans l'ARFID, et parce qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'elle mange plus de fruits et légumes, et donc elle était venue voir une diète. Si il y a à peu près toutes les familles d'aliments qui sont représentées dans l'alimentation, et que du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de risque de carence et que la croissance est finie parce qu'on est un adulte, etc. Et qu'il y a au moins un fruit, au moins quelques légumes ou quelques fruits, même si c'est pas beaucoup, mais qui sont acceptés et qu'on peut en manger régulièrement. Moi, je dis souvent à mes patients que c'est eux qui décident s'ils ont envie de diversifier ou pas. Tant qu'il n'y a pas de risque pour la santé, s'ils sont OK comme ça, personne ne les oblige à avoir besoin de diversifier. Si ça les handicape pas en termes au niveau social, etc. Voilà. Mais par contre, s'ils veulent diversifier, moi, je suis là pour ça et il n'y a aucun souci. Ouais. Là, en l'occurrence, c'est très spécifique ce dont je te parle, mais c'était un patient qui voulait perdre du poids parce qu'effectivement, parce que tu décrivais frites, féculents, c'était et viande, en gros, viande féculent. Mais donc, du coup, là, c'était en grande quantité et donc il y avait une prise de poids et donc c'était la raison de sa consultation au départ, quoi. Donc effectivement, si ça pourrait être intéressant pour lui d'augmenter, d'introduire les légumes pour aider à la perte de poids, oui, dans ce cas, ça peut être pertinent. Ouais, c'est ça. Et je sentais que, certainement, parce que peut-être je ne l'ai pas bien amené, mais de lui dire, bah, tu sais, peut-être que tu peux goûter la prochaine fois. Moi, j'avais conseillé de faire une purée avec justement moitié pommes de terre et moitié légumes. Mais j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais qu'il fallait que ce soit même plus concret que ça, quoi. Qu'il fallait limite que... Peut-être il est même la recette de combien de grammes il faut mettre pour commencer, ce genre de choses, parce que c'était peut-être un trop gros défi. Dès le départ. Effectivement, des fois, il y a besoin d'être très, très, très guidé plus précisément. Ouais, c'est ça. Il a besoin d'un cadre, d'un truc étape par étape. Moi, je n'étais pas capable de lui proposer... quand tu n'as pas cette vraiment dimension de c'est beaucoup trop compliqué. Peut-être que tu pourras maintenant. Ouais, voilà. Après, ou peut-être simplement lui dire de prendre rendez-vous avec toi, d'avoir quelque chose. Je sais pas si vraiment mettre un mot sur ça va changer quelque chose pour lui. Honnêtement, Des fois, il n'y a pas besoin. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, peut-être de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes comme lui, qu'il n'est pas le seul. Parce que... Et effectivement, c'est un point important que tu soulèves. Généralement, savoir qu'en fait, ils sont pas seuls au monde et que moi, je leur dis que je vois beaucoup de patients comme eux. Ils se disent « Ah, c'est vrai ?» Du coup, des fois, c'est un soulagement de savoir ça, quoi. Enfin, voilà, lui, en plus, quand je repense, il m'a pas dit ça tout de suite. Donc, je pense il est gêné de se dire elle va vraiment dire que je suis très difficile ou que je suis chiant ou que sais-je, quel mot, mais ouais. C'est vrai que moi, ils me le disent tout de suite parce qu'ils viennent pour ça, mais il y a beaucoup de honte et de culpabilité aussi vis-à-vis des parents, de se dire voilà, j'ai été un enfant capricieux, j'en ai fait baver à mes parents, etc.
C'est quoi ton positionnement justement pour éviter cette culpabilité? Est-ce que toi, tu as des petites, je sais pas, des petites tournures de phrases où tu vas dire: «Non mais moi non plus, j'aime pas les betteraves rouges», enfin, tu sais, pour essayer de les dédramatiser un petit peu? Moi, je dis toujours que c'est pas un caprice. Voilà, l'ARFID, c'est un TCA, c'est pas un caprice. Et ça aide du coup, pour le coup, de mettre un nom dessus. Ouais. Et du coup, que ce soit reconnu, voilà, je dis c'est dans le DSM-5, c'est reconnu. Déjà, ça permet de mettre un mot dessus et de soulager. Et ensuite, effectivement, ce que tu as dit pour les betteraves, c'est vrai que je le dis souvent, on n'est pas obligé de tout aimer. Moi, il y a des aliments que j'aime pas et c'est OK. Et voilà. Même dans les aliments que vous allez goûter, il y a des aliments que vous n'allez pas aimer et pas de souci. Tout le monde a des aliments qu'il n'aime pas et c'est normal. Mais vraiment, l'ARFID n'est pas un caprice. Je crois que c'est vraiment le slogan, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des retours en arrière parfois, ou des patients qui vont réintroduire les haricots verts et qui au bout d'un moment diront: «Ah non mais en fait j'avais réussi et là j'arrive plus maintenant». Ça peut arriver. Le plus souvent, c'est plutôt dans les profils phobiques. Par exemple, l'hémétophobie, chaque retour d'hiver, c'est plus compliqué. Ah oui, avec les maladies. Ouais. Pour le profil sensoriel, ça peut arriver si c'est un aliment qui a été accepté et qu'il est mangé régulièrement. Normalement, ça va. Après, c'est vrai que des fois, il y a un petit peu des boucles dans l'ARFID où il y a un peu, vu qu'il y a peu d'aliments qui sont aimés, des fois, il y a un peu un focus sur certains aliments qui sont mangés hyper régulièrement jusqu'à en avoir marre et devoir en trouver un autre. Donc ça peut arriver. Et des fois, c'est un peu problématique quand il y a un panel alimentaire hyper restreint parce que du coup, quand il y a un aliment qui était hyper aimé qui n'est plus aimé, on est un peu embêté parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Mais après, pour l'instant, ça m'est pas trop arrivé en cabinet. Quand il y avait des retours en arrière, c'est parce que l'aliment n'avait pas été consommé régulièrement, quoi. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut guérir de l'hémétophobie, par exemple? Oui. Moi, je suis une ancienne hémétophobe. Ok. Pour le coup, oui, c'est vrai que je ne t'avais pas dit. Donc, les profils phobiques, oui, on peut en guérir. Le profil sensoriel, on peut... je ne sais pas si je dirais en guérir, mais on peut bien le vivre et pas mal diversifier. Après, on gardera toujours des spécificités sensorielles, hein, mais voilà. Le désintérêt, c'est plus compliqué. Justement, quand on est dans la sphère sensorielle, t'as beaucoup parlé d'hypersensibilité. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des particularités associées? Est-ce que ça peut être des enfants qui vont être finalement... je sais pas, un trouble de l'attention, un trouble de la sphère autistique. Oui, effectivement, il y a pas les troubles du neurodéveloppement vont pas mal avec l'ARFID, donc TSA et TDAH, pas mal, effectivement. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé d'hypersensorialité parce que c'est ce qu'il y a le plus, mais il y a aussi des hyposensibilités. Dans ce cas, c'est des enfants qui mangent avec beaucoup de sel, par exemple, des choses comme ça. Ok. C'est plus rare, mais ça peut arriver dans l'ARFID aussi. C'est quoi le conseil dans ces cas-là? Les parents doivent saler, poivrer, mettre des épices? Le problème, voilà, c'est qu'on essaye quand même de faire attention au sel, parce que quand même, trop de sel, c'est pas bon. Donc, effectivement, du coup, les épices sont beaucoup les épices pour essayer de relever, donner un peu d'attrait au plat, quoi. Tout l'intérêt pour les parents d'avoir une bonne prise en charge, parce que je me mets à leur place. S'ils ont un enfant avec des besoins particuliers dans d'autres sphères que l'alimentation, que voilà, à l'école, ça peut-être être parfois un peu compliqué au niveau du comportement à la maison et tout. Ouais, c'est hyper important qu'ils se tournent vers le bon pro, parce que si ils se disent allez, j'allais voir un diète ou une diète et qu'en fait on leur mette la pression, les pauvres, c'est pas leur rendre service, quoi. C'est sûr. Est-ce que toi t'as des patients je sais pas, t'as ton cabinet depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Est-ce qu'il y a des patients que tu vois depuis 3 ans? Pas ARFID. Okay. Parce qu'en fait, j'étais à mi-temps avant, donc j'étais avec l'hôpital, donc j'avais quand même moins de patients avant. Plus anorexie mentale, peut-être pas 3 ans, mais il y en a que je suis depuis 2 ans. On se voit beaucoup moins souvent maintenant parce qu'elles vont mieux, heureusement, mais pas trop ARFID. ARFID, j'ai eu beaucoup de patients ARFID qui sont arrivés depuis cette année. Ok. Mais il y en a que je suis depuis 1 an, par exemple. Ouais. Et c'est quoi le parcours alors finalement? Donc on a dit première consulte, ça j'ai bien compris, donc spécificité, tout ça. Et les consultations suivantes, finalement tu sais jamais vraiment à l'avance, puisque ça va dépendre de ce qui va être dit, mais donc généralement ça va être essayer d'introduire
peut-être petit à petit des nouveaux aliments C'est à ça. chaque fois? On refait le point à chaque fois et sur chaque objectif qui a été fait, j'essaye bien si par exemple il n'a pas été aimé, j'essaye bien de comprendre pourquoi il n'a pas été aimé pour essayer de comprendre au mieux le profil sensoriel de chaque patient et de pouvoir ensuite ajuster les objectifs. Donc on fait le point sur les objectifs et du coup après il y a tout un travail justement de retrouver des nouveaux objectifs qui parfois ça peut être un travail un petit peu long quand par exemple l'enfant est hyper néophobe, ça peut être un travail un peu long, mais c'est important comme travail. Et ensuite, avec les enfants, ça arrive que j'utilise des aliments factices pour faire des petits ateliers. C'est pas des ateliers d'équilibre alimentaire, mais c'est plus en gros pour essayer de leur faire comprendre chaque famille d'aliments, ce qu'elle apporte pour le corps et pourquoi c'est important d'en manger. Parce que des fois, on leur dit, oui, faut manger des fruits et légumes, oui, merci, mais pourquoi? Donc voilà, c'est pour qu'ils comprennent chaque famille d'aliments, ce qu'elle apporte au corps et pourquoi ça importe, pourquoi on les embête avec ça. Voilà, ça, c'est ce que je fais avec les enfants. Je peux le faire avec les adultes, mais sans les aliments factices. Et quand tu dis les différents types de profils sensoriels, tu les décris comment alors ces profils? C'est ceux qui ont un trouble, des soucis de texture. Tu fais des distinctions entre texture, couleur? Alors, je fais des distinctions entre ça et surtout que dans les textures, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant avec l'ARFID, c'est que déjà, il y a les 3 profils d'ARFID qui sont très intéressants, mais dans chaque profil, il y a une multitude de profils, je dirais presque. En fait, chaque personne est différente. Donc, par exemple, dans le profil sensoriel, les personnes qui ont des difficultés avec les textures n'auront pas les mêmes difficultés tout le monde n'aura pas les mêmes difficultés avec les mêmes textures. Il y en a qui auront du mal avec le croquant, il y en a qui auront du mal avec le mou, il y en a qui... il y a vraiment plein de particularités et je dirais même que chaque patient a ses particularités pour le coup, même s'il y a des trucs qui reviennent quand même généralement, quoi. J'ai vu ta story d'hier, tu parlais du popcorn et c'était hyper intéressant parce que tu avais réussi justement, en fonction des réponses qu'on t'a données, à faire peut-être les 3 groupes déjà. Donc, je comprends bien pour les personnes qui ont peur de s'étouffer. Le popcorn, c'est terrible. Stressant. Les petites peaux là, c'est sûr que quand tu sens que ça se met là, C'est vrai que c'était intéressant parce qu'on voyait bien que pour les profils sensoriels, c'était plutôt cool parce que justement, c'est blanc-beige, c'est sec, c'est plutôt facile. Les phagophobes, pour le coup, c'était l'angoisse avec la peur de s'étouffer. Et les hémétophobes, c'était plutôt safe à condition que ce soit pas un pot à partager parce que le risque qu'il y ait les microbes sur les mains, etc. Et le désintérêt, ils ont pas trop répondu parce que ça les intéressait pas. Ouais, tout simplement. Ils ont envie de manger de popcorn, quoi. Est-ce que tu as fait des erreurs parce que c'est pas facile forcément à dire, mais regarde, moi je pense qu'avec ce patient là dont je t'ai parlé, j'ai peut-être fait l'erreur de pas comprendre au départ à quel point c'était angoissant pour lui. Est-ce que tu penses que, en toute humilité, tu as fait des petites erreurs, toi aussi? C'est sûr. C'est sûr. Après, je pense que si j'ai fait des erreurs, je les ai fait plutôt à l'hôpital parce que c'est là où j'ai commencé. Donc, après, j'imagine que j'ai peut-être parfois dû pas dire les bonnes choses, même au cabinet aussi. On n'est pas... Bien sûr. Voilà. Mais je pense que les vraies petites erreurs que j'ai pu faire, c'était plutôt à l'hôpital parce que c'est là que j'ai tout appris. Donc, c'était là mes débuts. Ok. Et est-ce qu'il y a des tournures de phrases ou des mots que tu vas éviter de dire? Je te dis ça parce que vendredi, on a enregistré un podcast avec Anne-Charlotte qui est aussi diète et tabacologue. Et en fait, elle disait que dans une consultation, si elle parlait trop de cigarettes, tabac, fumée, en fait, à la fin de la consulte, le patient, il avait envie d'aller fumer, quoi. Parce qu'en fait, elle avait utilisé énormément ces mots-là. Est-ce que tu as pu remarquer ça, toi aussi? Ouais, moi, le seul truc qui me vient à l'esprit, c'est avec les hémétophobes, j'évite de dire trop vomir. Ah ouais. Parce que c'est hyper trigger comme mot. Vomir, vomi. Désolée s'il y a des hémétophobes. Mais voilà, c'est hyper trigger pour ce mot. Et c'était le cas chez toi, avant? Ouais. Ok. Mais plus du tout, comme tu peux le constater. Tu n'es pas partie encore. Et c'est un peu plus perso. Je ne sais pas si tu voudras répondre, mais tu as réussi à t'en sortir, toi, avec tes études et ce que tu as pu apprendre, ou est-ce que tu as eu besoin aussi d'avoir un suivi Alors, en fait, moi, je ne savais pas ce que j'avais avant que j'arrive, du coup, dans l'hôpital dans lequel j'ai travaillé et que je découvre l'hémétophobie sur les patients, sachant qu'à cette époque, j'étais déjà plus hémétophobe. C'est quelque chose que j'avais pendant mes études de psycho qui était lié plus à une anxiété généralisée. Ça
ça se déclenche plutôt sur les profils anxieux. C'était un moment de vie pas très facile et ça s'est déclenché. Sachant que j'ai jamais été très à l'aise avec le vomi, même quand j'étais petite, j'étais pas trop... Ouais, moi non plus. Voilà. Mais, et après, comment je m'en suis sortie? J'ai pas fait de suivi parce que je savais pas ce que j'avais, mais je recommande de faire un suivi, de pas faire comme moi. Comment je m'en suis sortie? Je crois juste que mon anxiété a diminué parce que j'allais mieux. Ouais. Et puis, j'ai eu une grosse exposition pas trop voulue. Et en fait, qui m'a fait me rendre compte que c'était pas si terrible que ça. Et finalement, c'est parti un peu sans trop que je m'en rende compte, on va dire. Voilà. Des fois, pour les phobies, ça va et ça vient. Voilà. Et maintenant, franchement, nickel. Ok. Et tu pouvais avoir ce genre de comportement aussi de te mettre, je sais pas, au cinéma le plus proche des toilettes, ou t'avais... J'avais tous les comportements typiques des métophobes, donc essayer de checker où sont les sorties, ou se mettre le plus près possible d'une sortie. J'avais été voir un médecin qui, en lui disant que j'avais tout le temps envie de vomir et qui m'a prescrit des antivomitifs, donc ça m'est arrivé de prendre des antivomitifs pas mal, alors que voilà. J'ai perdu beaucoup de poids parce que je mangeais très peu, parce que j'avais tout le temps peur d'être malade. Ce qui est très important à dire aux hémétophobes, c'est qu'ils sont en hypervigilance sur leurs sensations digestives et que du coup, ils ont tout le temps l'impression d'avoir mal au ventre, donc ils mangent moins parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vomir. Et sauf que quand on mange moins, du coup, on a un creux dans le ventre qui, quand on est en hypervigilance digestive, donne l'impression qu'on a mal au ventre et qu'on va vomir. Donc on mange moins, donc on a à nouveau... Et ça, c'est un cercle vicieux. Donc moi, j'avais perdu beaucoup de poids. Et en fait, le fait de me remettre à manger, ça m'a aussi... Correctement, ça m'a aussi aidé parce que justement, tu n'as plus cette sensation de mal au ventre qui est en fait de la faim, mais que tu sais plus reconnaître à ce moment-là. Oui. Ok, ouais. Ouais, c'est au quotidien, c'est quand même... ça m'a plombé une bonne grosse année, je crois, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu sais, dont on n'a pas parlé, dans les choses que tu peux utiliser en consultation? Donc, on a parlé du fait de réintroduire certains aliments petit à petit. Tu as parlé des aliments factices avec les enfants. Est-ce qu'il y a des assiettes à utiliser peut-être qui peuvent être utiles? Moi, je n'utilise pas tant d'outils que ça. C'est surtout du dialogue et de la discussion, principalement. Hormis effectivement les aliments factices avec les enfants, mais sinon, c'est surtout de la discussion. Est-ce que tu conseilles aux parents de donner de la pâte à modeler à leurs enfants? Est-ce que le fait de travailler cette sensorialité-là, ça peut aider? Carrément. Moi, ce que je conseille souvent aux parents, c'est de cuisiner avec les enfants, de manipuler des aliments avec les enfants, même si c'est pas dans le but, et ça c'est très important, pas toujours dans le but de goûter. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant puisse manipuler des aliments sans avoir l'impression que c'est parce qu'il va devoir goûter après, du coup, pour enlever une pression. Donc juste toucher des aliments, cuisiner pour la famille, un repas qui sera mangé par la famille, mais pas pour lui, en lui disant bien dès le début, c'est pas pour toi, t'inquiète, tu seras pas obligé de goûter, qui se sentent à l'aise avec les aliments. Et aussi effectivement les textures, tu parles de pâte à modeler, il y a pas mal de trucs sensoriels qui peuvent être vendus sur des sites maintenant, des pâtes, des trucs un peu collants, on peut faire gonfler des graines de chia dans de l'eau, ça fait une texture un peu bizarre aussi, le sable, tout ça effectivement pour être plus à l'aise avec les textures, quoi. Et donc il se peut que ces enfants-là n'aient pas du tout envie de mettre la main ou le pied dans le sable. Oui, effectivement. Il faut rendre tout ça très ludique. Effectivement, ça c'est le grand challenge avec les enfants. Il faut que vraiment tout soit ludique. Il faut bien évidemment pas lui mettre la main dans le sable alors qu'il n'a pas envie, sinon c'est complètement contre-productif, quoi. Quelle est la posture à adopter pour les parents? C'est vrai que c'est compliqué. Ils doivent vraiment essayer de se détacher de la peur de... allez, je me mets à la place des parents, de voir qu'un enfant ne mange pas. C'est très stressant. Très stressant. Donc j'imagine qu'ils doivent être le plus détendus possible, de ne pas mettre la pression, de ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver, c'est très important. Féliciter beaucoup, beaucoup. Moi, je félicite beaucoup, beaucoup, beaucoup les patients en séance. Et à chaque fois, sur les enfants, ça se voit tellement quand ils sont contents. La dernière fois, j'ai dit à une patiente, je suis fière de toi, c'est super. Touc, les petits yeux qui sont illuminés, le grand sourire et tout. Et vraiment, ça les motive. Donc beaucoup, beaucoup féliciter, pas s'énerver, pas montrer qu'on est déçu, même si c'est hyper difficile. Et bien sûr qu'on peut être déçu, ça, voilà. Et puis surtout, pas culpabiliser et prendre du temps pour soi en tant que parent.
voilà, ça c'est important. Tu peux prendre en charge en visio, c'est peut-être un petit peu moins facile pour toi pour décoder certaines choses. Mais je pense que j'ai 50% de mes patients, enfin c'est pas, je pense, c'est sûr, j'ai 50% de mes patients en donc visio. C'est quand même beaucoup, Avec les adultes, honnêtement, visio ou cabinet, j'ai pas de préférence. Les enfants, je vois certains enfants que en visio. J'aime bien pouvoir, dans l'idéal, j'aime bien pouvoir faire une alternance entre cabinet et visio. Mais c'est vrai que j'ai des patients de toute la France et des fois, il y en a, c'est pas du tout possible de venir au cabinet. Il n'y a aucun souci, on fait que de la visio, pas de souci. Ouais. Est-ce que tu as fait des formations spécifiques, toi, par rapport à l'ARFID? Est-ce que ça existe déjà? Oui, c'est ça le truc. J'ai pas fait de formation spécifique parce que ça n'existe pas, en tout cas pas en France. C'est un de mes projets d'ailleurs, peut-être pas pour tout de suite, mais genre pour 2027 peut-être, pour les diètes. Je sais que j'ai pas mal de demandes. Moi, j'ai été formée à l'hôpital, 100% pour le coup. Merci à l'équipe qui m'a formée. C'est eux, ouais. Donc, tu as été formée par le psychiatre? C'est ça, psychiatre, infirmière, psychologue, orthophoniste oralité. Et j'espère que j'ai oublié personne, mais voilà, c'était l'équipe avec qui je travaillais. Ok. Il y avait déjà une diète avant que ce soit toi? Non, c'était une création de poste. Ah, voilà. Enfin, il y avait une diète en fait pour l'unité TCA, donc où il y avait principalement de l'anorexie mentale prépubère. Et pour l'ARFID, il y avait une diète qui s'en occupait un petit peu, mais elle avait moins le temps que moi. Moi, vraiment, mon poste était dédié aux HDJ ARFID, donc j'avais tous les patients ARFID de la pédopsychiatrie et l'HDJ anorexie mentale. Bah oui, on attend cette formation-là, avec impatience. Ok. Tu n'utilises pas de grille ou de genre de choses comme ça? Comment tu fais par patient? Tu notes l'aliment qui a été testé? Ouais, j'avoue que j'ai un document Word tout basique par patient et je mets les objectifs. Alors, je mets le panel alimentaire, comme je t'ai dit au début, par famille d'aliments. Je mets tous les aliments qu'ils ont acceptés. Et ensuite, à chaque séance, je mets les objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord. Et en début de séance suivante, je reviens sur les objectifs d'avant et je les mets en vert s'ils ont été acceptés. Enfin, si c'est OK, en orange si ça a été OK mais difficile et en rouge si ça était trop difficile. Est-ce que ça peut t'arriver de faire des plans alimentaires pour certains adultes? Ça peut m'arriver éventuellement si c'est des patients qui ont besoin de perdre un peu de poids ou s'il y a par exemple un SOPK ou quelque chose. Mais plus qu'un plan alimentaire, c'est vraiment une trame d'équilibre alimentaire basique. Enfin voilà, en expliquant que c'est en moyenne, que bien sûr ça peut bouger. Enfin voilà, mais c'est rare. Ok. Pour l'ARFID, hein, bien sûr, pour l'anorexie mentale c'est différent. Mais... Ouais. Est-ce que tu donnes des recettes? Un peu. Ouais, pas tout le temps, mais ça peut m'arriver surtout pour les trucs genre j'aime bien essayer d'intégrer des légumes dans les gâteaux. Je trouve que c'est en premier objectif, c'est un truc un peu sympa pour l'enfant. Donc c'est vrai que j'ai testé pas mal de recettes, du coup je fais un peu cobaye avant de la proposer. Et donc du coup dans ce cas, genre j'ai fait un gâteau chocolat betterave, donc je peux donner la recette, carotte cake, chocolat courgette. Voilà, j'avais fait un marbré potimarron chocolat, c'était hyper bon. Okay. Voilà, des trucs comme ça, là je peux envoyer les recettes. Il n'y a pas de livre non plus qui existe sur ce sujet? Il y en a, mais en anglais. Ok. Ça, ce serait vraiment mon goal ultime, je crois. Même avant même d'être diète, je me disais j'aimerais bien écrire un livre dans ma vie. Donc voilà, ça j'aimerais encore plus que les formations, j'aimerais bien. Ah, bah excellent. Oui. Bon, bah on passe un message. Voilà, si jamais. Si quelqu'un écoute et qui a des opportunités à proposer à Sarah, elle prend. Voilà, sachez-le. Ok. Tu publies quand même beaucoup sur ton compte Insta. Ouais, j'essaye d'être active, de garder un rythme J'essaye 3 posts par semaine, des fois 2, mais j'essaye 3. Plus des stories aussi, souvent. Plus les stories, ouais. Ouais, j'essaye de maintenir le rythme. Le but, c'est d'être constante. Et tu t'aides évidemment, j'imagine, de ce que tu vois en consulte pour faire le post. Oui, je prends beaucoup, enfin évidemment toujours de manière anonyme et sans mais oui, je prends bien sûr de l'expérience de mes patients. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur l'ARFID là qu'on entend ou voilà que tu aimerais déconstruire une bonne fois pour toutes? Bah j'ai toujours ce truc de caprice qui me vient en tête. Hein. Je crois que c'est vraiment le truc principal avec l'ARFID. C'est tellement peu reconnu et peu connu qu'on pense tout de suite à un caprice ou à quelqu'un de difficile, alors qu'en fait c'est vraiment plus que ça, quoi. Il y a un truc qui me vient aussi. Comme c'est récent, on n'en parlait pas avant. Moi, je pense que j'ai le cas d'une patiente qui l'est peut-être, enfin en tout cas qui a au niveau des
texture, énormément de mal aussi. Et en fait, elle n'a pas été diagnostiquée, donc elle a quand même bien galéré Ouais. dans son enfance, adolescence et tout. Sa petite fille est exactement... Elle me dit, ma petite fille, c'est exactement comme moi. Ouais. Sauf que, le sachant, elle a mis en place certaines choses avec une orthophoniste, etc. Et donc, elle est beaucoup plus cool que sa mère devait l'être avec elle, parce qu'elle dit, mais je la comprends Oui. à 100%. Donc c'est vrai que des fois on se dit à quoi bon mettre un diagnostic ou poser un mot sur quelque chose, etc. Mais quand même pour les enfants, je trouve que c'est quand même vachement utile. Oui. C'est comme on en parlait tout à l'heure, ne fût-ce que pour la cantine ou aller au resto ou d'autres situations. C'est vrai que s'il y a des parents qui se reconnaissent ou des diètes qui pensent à certains patients, ça peut quand même être... et c'est vrai qu'en plus, ça crédibilise un peu les difficultés, justement, pour qu'on passe de ce truc de caprice à non, c'est un TCA, c'est pas juste un caprice. Ouais. Et donc, cette patiente, elle me dit mais ma fille me bluffe parce qu'en fait, elle goûte avec l'orthophoniste des aliments que moi, j'ai jamais goûté, quoi. Et c'est vrai que plus on travaille la néophobie alimentaire tôt, et plus c'est facile après, quoi. Hein. Donc, c'est mieux de le prendre en charge tôt quand même. Et c'est vrai que ça peut quand même bien dégoupiller certaines situations chez les enfants. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle devait rester à la cantine. Et oui. Il l'a gardée. Donc, elle n'avait pas de récréation. Parce que comme elle n'avait pas voulu goûter, elle restait. C'était horrible. Ça, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, effectivement, avec l'école de manière générale, hein, parce que c'est peu connu. Et en plus, il y a tellement de conseils d'équilibre alimentaire et c'est super parce que, effectivement, bien sûr, il y a beaucoup de surpoids, etc. Voilà. Mais nous, par exemple, ce qui peut arriver dans l'ARFID, c'est qu'on préconise des collations aussi à l'école quand il y a des problèmes de courbe. Et en fait, il y a beaucoup d'écoles maintenant qui ne peuvent plus, ou alors que les fruits. Mais en fait, on va pas. Avec l'ARFID, c'est pas possible. Donc, c'est super tout le travail qui est fait sur l'équilibre alimentaire pour l'obésité, le surpoids, etc. Mais il y a aussi d'autres difficultés alimentaires qu'il faut quand même prendre en compte. Donc, c'est vrai que ce serait bien de former les écoles, le personnel de cantine, etc. aussi à ces difficultés, quoi. Ouais, d'où l'intérêt du PAI. Il y a le PAI. Dans ce cas, il n'y a pas le choix, quoi. Pas vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, mais que tu aurais aimé que je te pose, ou un truc que tu voudrais ajouter? Je pense juste à un petit truc. Les profils d'ARFID peuvent se croiser. Ok. Donc, on peut être profil de sensoriel et hémétophobe, par exemple. Et l'ARFID, on peut avoir une anorexie mentale et un ARFID, par exemple. Les TCA peuvent se croiser entre eux aussi. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut être hémétophobe et faire des crises d'hyperphagie? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je pense à quelqu'un. Ouais. Et donc, je pense que oui, j'aurais tendance à dire oui, mais même si ça paraît un peu étonnant, en fait... Effectivement, je pense que ça doit être quand même assez rare, mais ça doit pouvoir être possible. Ouais, complètement. Même si c'est pareil, on peut dire non, ça peut pas fonctionner, mais je pense que dans les TCA aussi, tout est possible. Ok, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon Instagram, sarahdiet.arfid, et puis après sur Doctolib, Sarah Elbert. Ouais, donc on peut prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Tu es très active sur Insta, est-ce que tu es active sur Facebook? Non, malheureusement. Il faudrait que je m'y mette peut-être. Mais pour l'instant, en tout cas, Insta te suffit? Pour l'instant, Insta. J'ai essayé TikTok, mais Insta, pour l'instant. Et sur LinkedIn? Et sur LinkedIn, ouais, Sarah Elbert, j'y suis, c'est vrai. Je suis pas hyper active, mais j'y suis. Ça pourrait peut-être être un bon point d'entrée c'est vrai. De publier, parce que c'est vrai que je pense pas. Des pros. Ouais, carrément, c'est vrai. Donc tu vas peut-être avoir des opportunités de livres ou de formation. T'as raison, il faut que je m'y mette. T'as raison. Voilà, c'était le petit tips que moi j'ai pu te donner. Ouais, merci. Bon, merci beaucoup, Sarah. C'était super intéressant. Moi, je pense que ce podcast pour les diètes, il va être hyper utile parce que je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui vont dire « Ah ouais, mais tiens, je pense à telle personne ». Je pense que ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est réorienter. Bien sûr. Parce que bien qu'on ait enregistré ce podcast ensemble, bien sûr, j'ai plus d'outils. Mais c'est pas pour autant que je me sens prête à prendre en charge un patient ARFID, quoi. C'est vrai que c'est une prise en charge complexe, quoi. Oui, et je pense que je serais aussi maladroite sur certaines formulations ou certains trucs.
Donc, peut-être que tu vas avoir encore plus de travail suite à ce Ça me podcast. va. Merci beaucoup, en tout Merci cas. à toi.